Lorsque les troupes nazies se rendirent en mai 1945, non seulement l'une des guerres les plus dévastatrices de l'histoire prit fin, mais une nouvelle course au contrôle du pouvoir militaire abandonné commença. Au milieu de villes détruites, de champs vides et d'usines fermées, des milliers de tonnes d'armes allemandes ont été dispersées à travers l'Europe. Fusils, chars, avions, roquettes. La machine de guerre du Reich n'a pas disparu avec sa défaite. Très, par le contraire, il convertit dans objets de désir des puissances victorieuses. Qui resterait avec ça? Technologie? Que quels secrets cachèrent ces inventions? Et combien de ces armes seraient à nouveau utilisées dans de futurs conflits? Loin d'être complètement détruits, beaucoup ont été récupérés, étudiés et adaptés. Dans cet épisode, nous reviendrons au moment où la guerre a pris fin, mais les armes ont survécu. Voilà ce qui est réellement arrivé aux armes nazies après la chute du Troisième Reich. Les armes miracles d'Hitler, qui étaient censées changer le monde, mais qui ont échoué. Les fantasmes d'Hitler étaient parfois gigantesques. Ce phrase « il toi » attribue à Heinz Guderian, un éminent officier de l'armée allemande qui a survécu à la Seconde Guerre mondiale. Avec ces mots, le militaire résumait son opinion sur les plans ambitieux du Führer visant à créer l'armement plus loin avancé de la monde. À partir de 1942, le dictateur ordonna aux scientifiques de Troisième Reich conception bras assez puissants pour anéantir les Alliés sur le champ de bataille. Le résultat de ces recherches fut quelques prototypes curieux et extravagants qui ne furent pas toujours fabriqués, mais dont les plans techniques ont survécu jusqu'à ce jour. Sur le front de l'Est, les Allemands ont trouvé avec deux obstacles redoutables, les forteresses de Brest, Litovsk et de Sébastopol. Afin d'assiéger ces citadelles et de forcer leurs occupants à se rendre, la Wehrmacht a mobilisé l'une de ses armes les plus curieuses, le Karl Gerhardt. Il essayait de l'amortier de siège le plus grand véhicule automoteur du monde. Il pesait 124 tonnes, mesurait 11 mètres de long et près de 5 mètres de haut. Mètres. Pour être exploité requis d'un équipage de 21 personnes, composé d'un commandant, 2 conducteurs et 18 artilleurs. Le modèle était équipé d'un puissant mortier à canon long de 600 mm, capable de tirer à une distance de 6,8 km. Son utilisation en temps de guerre était limitée, exigible à que donc seulement ils ont fabriqué 7 copies. Pour le troupe assiégé par l'incendie du Karl Gerhardt, il devait s'agir d'un expérience terrifiant, voire approche le projectile, puisque les munitions pouvaient peser jusqu'à 2 tonnes chacune et produisaient cratères de 15 mètres de diamètre et de 5 mètres de profondeur. Après avoir semé la terreur parmi 1942 et 1944, plusieurs spécimens de ce brutal mortier, aussi connaissance comme Thor, ils ont été capturés par l'armée rouge. Plusieurs ont disparu, et certains sont visibles dans les musées d'armes russes. Vers la fin de la guerre, les Allemands ont introduit un avion qui, selon certains historiens, aurait pu redonner la supériorité aérienne à la Luftwaffe. C'était le Messerschmitt Me 262, l'un des premiers avions de combat de la réaction du monde. Bien qu'il ait été conçu pour fonctionner comme un avion de combat, la vérité est qu'il a également été utilisé dans des missions d'attaque, à atterrir et reconnaissance. Il était équipé de 4 canons Mk-108 de 30 mm sur le nez, capable de tirer 660 coups par minute, et de 2 lanceurs sous les ailes tirant des roquettes RRR-4M. En touchant un seul de ces missiles, le bombardier ennemi a été laissé complètement détruit, et précipité à sol dans flammes. Le allié, non, ils ont compté avec une arme similaire, bien que le Moi 262 ait une faiblesse fatale. C'était un avion incapable d'effectuer un virage serré et il subissait des retards à l'atterrissage ou au décollage. Il était donc courant pour les Alliés de chercher à l'abattre pendant ces phases, lorsqu'était au milieu de la base aérienne. Entre 1944 et 1945, 300 exemplaires de cet avion entrèrent en combat et causèrent plus de 500 pertes à l'ennemi. Malgré son potentiel, son introduction tardive dans la guerre a rendu son impact négligeable. Les Alliés ont réussi à capturer quelques exemplaires de cet avion futuriste pour l'époque, au lequel considéré le mieux parti de l'ingénierie allemand, et l'ont utilisé pour développer leurs propres chasseurs à réaction, comme le MiG-15 soviétique. L'une des armes les plus curieuses et les plus destructrices des nazis était celle que les Alliés surnommaient le char scarabée.
C'était le Goliath, un petit véhicule de démolition télécommandé mesurant 1,50 m de longueur, 85 cm de largeur et 56 cm de hauteur. Grand, bien que son poids soit de 370 kg. Leur objectif était de transporter des charges explosives pesant entre 60 et 100 kg, de pénétrer les rangs ennemis et de les faire exploser, endommageant des chars, des hommes ou des bâtiments. Cependant, le Goliath fut considéré comme un échec, car il était très coûteux à produire, mais pour les Alliés, il était très facile à détruire. Il se déplaçait à très faible vitesse, ce qui en faisait une cible facile, et son blindage était si fin que n'importe quelle arme anti-char pouvait le neutraliser d'un seul tir. Cependant, près d'une douzaine de ces véhicules insolites ont été conservés et peuvent être visités dans différents pays européens. Le Panzer 8 Maus était un monstrueux réservoir, de le plus loin grand fabriqué dans le Troisième Reich et le plus lourd dès l'histoire. Était conçu pour terroriser à leurs ennemis avec leurs dimensions. J'ai pesé 180 tonnes et moyenne 3 mètres et moitié de haut, 10 de long et 3,5 de large. Quant à son armement, il était équipé d'un canon primaire de 128 mm et d'un canon secondaire de 75 mm. D'autre part, il disposait de mitrailleuses MG-34 en soutien. Il pouvait se déplacer à 15 km/h avec une autonomie de 160 km jusqu'à tomber en panne d'essence. Bien qu'il y ait eu des plans pour produire en masse le Maus dès 1942, les Alliés ils ont exécuté plusieurs campagnes de bombardement à propos de l'usine où les spécimens ont été développés. De cette façon, la production du réservoir. Cela a été reporté d'une certaine manière indéfinie jusqu'à que, au moment de finition de guerre, seuls 2 prototypes avaient été fabriqués. Le premier prototype a été détruit, tandis que le second a été capturé par l'armée rouge qui a restauré et achevé sa construction et il survit jusqu'à ce jour. Cependant, il n'a jamais été utilisé, car sa vitesse et sa difficulté de manœuvre le rendaient immédiatement obsolète face à la guerre moderne. Aujourd'hui, les forces armées modernes s'appuient sur des bombes intelligentes qui, une fois atterries, peuvent se déplacer jusqu'à atteindre leur cible. Le précurseur de ces explosifs est le Fritz X, une bombe guidée anti-navire utilisée par la Luftwaffe. Il pesait 1300 kg, mesurait 3 mètres de long et 85 cm de diamètre. Pour le rendre plus aérodynamique, les nazis, ils lui ont fourni 4 petites nageoires et une queue en forme de boîte. Une fois largué d'un avion, il était guidé vers sa cible par ondes radio. Pendant ce temps, un membre de l'équipage du aéronef, j'ai dû prendre les choses en main de coordonner le tombé, et pour ce faire, il devait maintenir un contact visuel avec l'explosif, pour s'assurer qu'il atteigne la cible. Cependant, c'était là sa principale faiblesse, car l'avion devait rester au-dessus de la bombe pour effectuer le guidage. Durant ces moments-là, j'étais susceptible à toutes sortes d'attaques par partie de le combattant ennemi. Le Fritz X causait le naufrage de plusieurs navires alliés, et parce que le Britannique, ils ont travaillé dur pour récupérer autant de ces bombes que possible, qui sont considérées comme la première étape dans le développement de missiles intelligents. Vers 1943, les nazis ont conçu un missile air-sol qui pouvait être lancé depuis de la portée des mitrailleuses des chasseurs ennemis et aussi être guidé jusqu'à la cible. Le résultat fut la Ruhrstahl X4, une bombe puissante qui pesait 60 kg et mesurait 2 mètres de long, 0,5 de large et 0,2 de diamètre. Il Ruhrstahl pourrait être lancé depuis une hauteur de 5 km et était capable d'atteindre une vitesse de 1100 km/h. La charge utile du missile était constituée d'un dispositif de fragmentation de 20 kg et le rayon de l'explosion était mortel dans un rayon de 8 mètres. Le pilote du bombardier pouvait le contrôler à l'aide d'une télécommande, modifiant ainsi son roulis et son tangage, bien que le système de guidage n'ait pas encore été perfectionné. Sa production a commencé tardivement, en 1945, mais les Alliés ont rapidement vu le menace que censé et ils ont bombardé l'installation-fabrication. De cette façon, le Ruhrstahl n'a jamais pleinement réalisé son potentiel, car il n'a jamais été livré à la Luftwaffe pour une utilisation en masse. Cependant, certains prototypes peuvent désormais être vus dans des musées en Allemagne. Il existe de nombreuses rumeurs sur les possibles développements technologiques réalisés par les scientifiques d'Hitler.
dans son temps comme plats dépliants, des avions supersoniques ou des camions blindés géants. Mais le char de guerre extravagant Kugelpanzer était une idée extrêmement folle qui a été réalisée. Ce véhicule de combat unique est connu sous le nom de char à balles et est un des artefacts nazis les plus mystérieux qui ont survécu à la guerre en Europe. On ne sait que peu ou pas de choses avec certitude sur le Kugelpanzer, et la plupart des données connues proviennent d'hypothèses postérieures à la date de sa création. Le seul prototype de cet étrange char a été retrouvé par les soviétiques dans un état d'abandon et avec île à l'intérieur complètement nue. Il a fait évident que les nazis avaient détruit et supprimé tous le article de navigation, donc comme des armes, pour empêcher que la technologie soit découverte. Exigible à son taille, il devient clair que c'est d'un véhicule blindé pour un seulement opérateur, déjà que sa hauteur est celle d'une personne debout. Néanmoins, il copie de la Kugelpanzer, bien qu'il ait été fabriqué en Allemagne, il a été retrouvé en Mandchourie, où il a apparemment été utilisé comme char de reconnaissance par l'armée japonaise. Peut-être qu'un jour, les détails de l'existence de cette arme qui reste exposée au musée des chars de Kubinka seront révélés. Tout droit sorti d'un roman d'horreur ou de science-fiction, on retrouve le Zielgeret 1229, également connu sous son nom de code Vampire ou le Vampire. Il s'agissait d'un dispositif de vision nocturne actif qui captait les fréquences infrarouges et pouvait être installé sur des fusils de précision. Ce système permettait un ciblage plus clair lors des veilles de nuit et était principalement utilisé comme accessoire pour le fusil d'assaut Sturmgewehr 44. Le ZG 1229 a été testé au combat en 1944 et, vers la fin de la guerre, entré massivement en service avec un déploiement de 310 systèmes pour tireurs d'élite de la Wehrmacht. Les soldats armés du Vampire étaient connus sous le nom de chasseurs de nuit, soit chasseurs de nuit. Dans Ouais, le système était composé par une lunette, un viseur infrarouge, une lampe de poche et une batterie qui pesait à elle seule 30 livres. Le soldat devait également porter un sac à dos, auquel était connecté le ZG 1229, auquel était ajoutée une autre batterie et un masque à gaz avec une visière infrarouge intégrée. Votre entrée en service, à propos fin de la guerre, il s'est avéré que l'utilisation ne s'étendait pas au-delà dans quelques façades de bataille, par lequel le système est mort en peu de temps. Certains affirment que malgré son coût et sa difficulté de fabrication, il a connu un grand succès lors des campagnes nocturnes, et la Wehrmacht espérait également l'implémenter dans les mitrailleuses MG-34 et MG-42. Bien qu'il ait été abandonné avec la chute de l'Allemagne, le Vampire a anticipé de plus d'une décennie les systèmes infrarouges personnels d'aujourd'hui. Cependant, toutes ces armes merveilleuses pâlissent en comparaison du projet le plus ambitieux et aussi le plus futile d'Adolf Hitler, Gustave le Lourd. Gustave le Lourd, l'histoire de l'arme qui promettait de donner la victoire à Hitler, mais qui n'a jamais atteint la fin de la guerre. En 1942, Adolf Hitler a amené sur le champ de bataille la plus grande arme jamais utilisée au combat. Il s'agit d'un canon aux proportions titanesques, haut de 4 étages et long de plus de 30 mètres, qui nécessitait des milliers d'hommes pour fonctionner et tirer des cartouches capables de pénétrer des couches de béton jusqu'à 7 mètres de profondeur. Cependant, cette arme pharaonique répondait au désir mégalomane du Führer, qui aimait tout ce qui était grand et imposant, même si ce n'était pas le cas. Utile comme le Wehrmacht, je m'y attendais. Après un année après avoir été utilisé avec difficulté dans plusieurs campagnes, le canon Dora ou Heavy Gustav a dû être retiré du service, car sa taille brutale présentait plus de problèmes que d'avantages lors du siège des villes défendues par les Alliés. La conception du Gustave le Lourd, ou Schwerer Gustav en allemand, remonte à la fin des années 30, au début de la Seconde Guerre mondiale. Hitler voulait avoir une arme imposante, capable de pénétrer les défenses alliées en France dans le doublé Maginot que protégeait au pays gaulois front aux avances des Allemands. Les forts français étaient de grandes structures en béton multicouche, qui représentaient le dernier bastion défensif que les Français devaient traverser. Les forces du Führer vont occuper le pays. C'est pour cette raison qu'Hitler ordonna à ses ingénieurs de développer une arme capable de pénétrer des murs de béton de plusieurs mètres d'épaisseur ou au moins des plaques d'acier d'1 mètre d'épaisseur. Le Heavy Gustav a été conçu et construit par la famille Krupp, qui a terminé la commande 2 ans plus tard, fin 1941.
Heureusement pour les nazis, la stratégie Blitzkrieg, qui impliquait des régiments de chars motorisés, a été suffisante pour capturer la France. Lorsque le Gustav fut finalement présenté, Hitler fut fasciné. Le immense Lamas métallique mesurait 47,3 mètres de long, 7,1 mètres de large et 11 mètres de haut. Son imposant canon, qui lui conférait une portée effective de 40 km, s'élevait vers le ciel, long de plus de 30 mètres, et culminait dans une ouverture de 80 cm, qui déterminait son calibre. Quant à ses munitions, le Gustav utilisait des obus géants pesant entre 4800 kg et 7100 kg, avec des charges explosives variant entre 250 kg et 700 kg, pouvant pénétrer des couches de jusqu'à 7 mètres de béton ou 1 mètre d'acier, respectivement. Chaque projectile mesurait près de 4 mètres de long et son diamètre variait entre 80 cm et 1 mètre. C'est ce qu'il a fait que n'importe lequel bunker dehors complètement vulnérable au fatidique claquet de la Gustave qui déchargeait le formidable cartouche de nickel et aluminium comme il pointe un dieu en colère. Pour que ce canon titanesque détruise les bâtiments la plus fortifiés d'Europe, il n'a fallu que 7 coups. En raison des coûts élevés et du temps de fabrication, seuls 2 Gustave ont été produits, bien que seul celui ainsi nommé ait été utilisé, tandis que la deuxième unité, appelée Dora, n'a probablement jamais été tirée. Après ses efforts acharnés, Gustave le Lourd vit enfin la bataille lors de l'opération Barbarossa, au cours de laquelle Adolf Hitler envahit l'Union soviétique. Pendant le siège de Sébastopol, le canon Titanic était requis par la Wehrmacht. La ville située sur la péninsule de Crimée était fortement défendue par le flotte soviétique de la mer Noire, l'une des plus grandes sous-unités à l'intérieur de la marine de l'armée rouge. Par autre partie, le doublé que protégeait Sébastopol était en proie à des ennuis de forts de granit impénétrables, a donné aux Soviétiques un énorme avantage stratégique sur les Allemands qui, bien qu'inférieurs en nombre, ne pouvaient que s'écraser sur les énormes bâtiments en béton et en métal. Chaque raid signifiait la perte d'éléments clés, ce qui augmentait le coût de la campagne de jour en jour. On ne sait toujours pas pourquoi Hitler a décidé de se lancer dans un projet aussi coûteux sans l'avoir testé au préalable au combat, bien que certains soulignent que les Gustave étaient le produit de sa mégalomanie et de son ambition. Et toi, lequel tu crois que était le vrai raison du Führer pour promouvoir la production de plusieurs mégas des canons? Laissez-nous toi avis dans la boîte de commentaires. C'est à ce moment-là que la plus grande arme de l'histoire est entrée en jeu. Pendant des mois, une équipe spéciale d'ingénieurs dirigeait des milliers d'ouvriers qu'ils ont posé des voies ferrées en direction de Sébastopol pour permettre au Gustave d'atteindre sa destination. Nous devons prendre en compte, pour saisir ce, que le titanesque masse pesait 1350 tonnes, l'équivalent de 60 chars Panzer IV, sans compter leurs munitions, qui, comme nous l'avons mentionné, variaient entre 4,8 et 7 tonnes par obus. Considérant que le Gustave pouvait tirer jusqu'à 14 coups par jour et qu'il serait utilisé pendant plusieurs mois en Union soviétique, cela représentait plusieurs milliers de tonnes supplémentaires en réserve. En fait, le poids brutal du canon et sa conception particulière ont obligé les développeurs à créer un type de chenilles spéciales sur lesquelles il était non seulement transporté, mais aussi ils ont effectué des manœuvres pour le positionner avant d'être tiré. Cependant, le cadre d'en mars de la Gustave implicite, il emploie des milliers de légends pour leurs mouvements, tandis que des centaines de militaires, ils ont travaillé à propos de structures pharaoniques pour le tirer. Les mesures et la visée devaient être précis, comme vous pouvez imaginer, puisque chaque balle usagée coûtait une fortune et était extrêmement difficile à remplacer car le fourniture prenait du temps semaines dans être transporté d'un point à un autre. En même temps, leur puissance de feu était limitée et il leur fallait beaucoup de temps pour plusieurs heures entre la préparation d'un tir et l'autre. Il que autorisait que le canon ouvrirait le feu au maximum 14 fois par jour. Avec 100% de grâce à sa précision à chaque tir, le Gustave pouvait détruire 2 fortifications par jour. Cependant, comme nous l'avons mentionné précédemment, malgré sa puissance destructrice, le Gustave a rencontré de nombreux problèmes opérationnels sur le champ de bataille. Pour commencer, les difficultés de transport ne sont pas passées inaperçues auprès des le haut commandement allemand, qui, peut-être trop tard, réalisa qu'avec le temps et l'argent investis dans le transport du Gustave,
des bataillons entiers d'artillerie lourde ou de chars moyens pourraient être mobilisés. Encore plus complexe était de déterminer leur position de tir, pour laquelle il est nécessaire que les ingénieurs ont posé les rails spéciaux à une distance d'au moins 50 km de la cible. Une fois la structure ferroviaire construite, le colosse de métal. Il manœuvra, suivant soigneusement les instructions du corps de ciblage, puis positionna son canon à un angle. Enfin, le reste des équipes actionnait les différents mécanismes qui conduisaient au tir d'un projectile. Il est également important de dire qu'il devait s'accrocher à quelque chose. La plupart des soldats qui ont travaillé sur le Gustave l'ont fait sur le grand structure, comme il gesserait d'un bâtiment de 4 étages qui générait un énorme recul, de sorte que s'il n'était pas correctement fixé, il pouvait tomber d'une hauteur de 10 mètres. Le pire du revers a été que j'ai dû déménager au Gustave pour il suivant tir, en plus de que, selon il atterrir, non seulement pourrait se déplacer le canon, mais que les rails aussi. Mais la difficulté qui a conduit au retrait du méga-canon était liée à ses capacités défensives. En raison de il colossal de son taille et que devait être installé dans champ ouvrir, il Gustave représentait un but extrêmement facile pour les bombardiers alliés, puisqu'un canon de 40 mètres de long, monté à un système de rails et entouré par des milliers de militaires, pourrait être repéré au loin sans difficulté. Oui, pendant le campagne dans Crimée, tire-clou 250 coups, après quoi il fut démonté et emmené en Allemagne pour ne plus jamais revoir l'action, bien qu'il ait laissé une grande marque dans l'histoire en tant que plus grand canon jamais construit. Des mers de sang, les pertes humaines stupéfiantes de l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. La défaite de l'Allemagne lors de la Seconde Guerre mondiale fut brutale, comme en témoignent ses pertes humaines et matérielles. Près de la moitié de ses soldats, y compris ceux en formation, les membres SS, les conscrits et les volontaires, sont morts. Et parmi ceux qui ont survécu, seulement 20% ont terminé le conflit indemne. Les chiffres sont vraiment sinistres. Les forces armées de l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale, y compris la R, la Waffen-SS, la Kriegsmarine et la Luftwaffe, ont généralement souffert un taux de mortalité de plus de 30% et un taux total de victimes de plus de 80%. Le nombre total moyen d'hommes servant dans les forces armées de toutes les branches de l'Allemagne nazie, y compris le personnel militaire non allemand, était d'environ 15 millions. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, plus de 5,5 millions de ces hommes avaient perdu la vie et 7 millions d'autres étaient blessés ou portés disparus. Les autres sont devenus prisonniers de guerre ou ont été officiellement ou officieusement libérés, selon l'endroit où se trouvait le soldat, le côté de l'avancée alliée ou soviétique qu'il a capturé, et s'il a réussi à échapper à la capture et à se fondre dans la population allemande après la fin des hostilités. Cela signifie que le soldat allemand moyen n'avait que 20 à 30% de chances de ne pas être blessé. La plupart des plus de 5,5 millions de soldats morts l'ont été à l'Est, en combattant l'Union soviétique. Plus de 4,4 millions de soldats, d'aviateurs et de militaires allemands de toutes les branches sont morts sur le front de l'Est, face à la marée rouge de Staline. Plus de 650 000 morts sur le front occidental. Environ 50 000 dans combat avec les forces françaises et de les Lowlands, plus de 400 000 au combat avec les forces américaines et plus de 100 000 au combat avec les forces du Commonwealth et britanniques. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, un pilote de la Luftwaffe sur 2 qui a servi dans l'armée de l'air allemande est décédé, avec un taux de mortalité supérieur à 51%. Plus de 24% de tous les pilotes de la Luftwaffe a résulté blessés, et plus loin 10% étaient capturés. Il total de bas de Touga et cause dans il corps de les pilotes de la Luftwaffe ont dépassé les 90%. Certains ont essayé de fournir des preuves suggérant que la plupart des pertes de la Luftwaffe étaient dues à des accidents dus à des pilotes de mauvaise qualité. Mais il existe des preuves suggérant une réalité beaucoup plus triste. Les pilotes alliés occidentaux abattaient des pilotes inexpérimentés de la Luftwaffe plus vite qu'ils ne pouvaient écraser leurs propres avions. En 1944, l'attrition mensuelle des chasseurs de la Luftwaffe avait atteint 137% de pertes depuis leur introduction, remplaçant de faible qualité pour trottoir le taux de pertes terribles. La Luftwaffe est devenue en effet un hachoir à viande humain. Il est également mentionné que Allemands manquaient de carburant pour leurs avions et ont accumulé un taux de perte aussi horrible.
mais ils ignorent qu'ils n'avaient pas de carburant parce qu'ils allouaient les 3/4 de leur production totale à l'industrie de la défense des chasseurs pour arrêter les bombardements stratégiques de l'USAF et de la RAF. Les chasseurs allemands ont réussi à maintenir des formations de combat relativement stables, tandis que les unités blindées et logistiques ont souffert de pénuries de carburant. Il y a toujours des déficits. Le ciel de la désillusion. Où sont passés les milliers d'avions de la TWAF de la LUF? En termes de matériel, les Allemands ont fabriqué plus de 95 000 avions de tout type depuis la fin de l'année 30 jusqu'à 1945. Au fin de la guerre, le Luftwaffe avait subi plus de 90 000 pertes de cellules, toutes causes et actions confondues, sur les deux fronts. Plus de 35 000 avions ont été perdus lors d'attaques directes. Dans l'île ouest, de lequel plus loin de 25 000 étaient à main de l'USAF, plus de 10 000 aux mains de la RAF et plus de 14 000 à l'est aux mains de la Red Air Force. Les autres ont été détruits sur terre, capturés ou perdus dans des accidents ou pendant le transport. Pertes matérielles et de personnel de la Luftwaffe dans les pertes subies à l'ouest étaient 6 fois plus importantes que celles subies à l'est. L'Allemagne a fabriqué près de 95 000 avions de tout type entre 1938 et 1939, dont plus de 90 000 ont été perdus, tant en service qu'en dehors. Service. Plus de 30 000 avions ont été perdus combat avec le USAF, plus loin de 10 000 avec le Commonwealth et la RAF, et plus de 14 000 à l'Est contre les Soviétiques. Le reste a été détruit en accident, dans transit, soit dans atterrir. Le nombre de survivants de la Luftwaffe à la fin des hostilités ne dépassait pas les milliers. L'Allemagne a enregistré un taux de perte matérielle aérienne supérieur à 90%, avec des décès de pilotes dépassant 50%, soit 1 sur 2. Seuls 2 Ju-88 environ ont survécu à la guerre, bien qu'il s'agisse de l'un des modèles les plus produits en Allemagne, avec des quotas enregistrés de plus de 12 000 unités. Les 2 Ju-88 étaient transférés à Écosse par déserteurs. Il existe Des documents indiquent la possible capture d'un Ju-188 ou d'un Ju-388 par les forces américaines en Allemagne de l'Ouest, mais cela n'a jamais été officiellement vérifié. Les pertes du Ju-88 furent si catastrophiques lors de la bataille d'Angleterre contre les Britanniques et contre l'USAF et la RAF lors des opérations initiales dans le nord de la France que l'avion fut presque éteint. Par conséquent, au-delà des vols d'essai et de leur sort comme partie de musée, il utilisait la structure de la cellule d'après-guerre du Ju-88 est inexistante. De même, il n'en restait que quelques centaines FV-190 survivants de tout type après la fin de la guerre. Les pertes du FV-190 furent si brutales que, encore une fois, cet avion était au bord de l'extinction, bien que non aussi complètement que le Ju-88. La Turquie a reçu 72 FV-190 en 1942 et 1943, qui constituaient le noyau des Focke-Wulf turcs survivants à la fin de la guerre. La Turquie a utilisé son petit contingent de 190 hommes jusqu'en 1949, avant de le démanteler et de le mettre au rebut. Plus de 70 FW-190 de différents types étaient en service en Hongrie entre 1944 et 1945 et on ne sait pas combien de ces avions ont survécu à la guerre, mais probablement pas plus d'une poignée après avoir été utilisés contre les Soviétiques et sommairement détruits. Contre les Allemands en 1944. Inconnu, le Allemand capturait quelques de leurs propres avions et les ont ramenés en Allemagne. Les quelques centaines de FW-190 allemands qui n'ont pas été détruits ni au sol ni dans les airs à la fin de la guerre ont fini en Turquie, soit à France. Ça va ressortir qu'à la fin de la guerre, suffisamment de pièces ont été récupérées dans les usines allemandes pour assembler plus de 100 avions, mais cela ne démontre pas du tout la capacité kit de survie de la Luftwaffe, que était terrible dans 1944 et 1945. Avec son pièce détachée, la France avait initialement prévu d'assembler plus de 125 FV-190, mais on ne sait pas combien de ces kits trouvés ont été réalisés. La France a utilisé son petit nombre de FV-190 dans le seul but d'avoir quelques aéronefs de combat après que son propre inventaire ait été laissé presque éteint après l'invasion allemande.
Jusqu'en 1965, les Français ont construit plus de 65 variantes du FVV 190, les utilisant aux côtés d'exemplaires obtenus de la défunte Luftwaffe. La Pologne et la Yougoslavie capturaient chacun un seulement FV 190 qui ont survécu jusqu'à la fin de la guerre, et la Roumanie a eu plus de 20 FV 190 capturés par la suite de sa séparation de l'Axe en 1944. Fait curieux, il n'existe qu'un seul cas enregistré d'un FV 190 abattant un autre FV 190 dans une situation de combat, quand un pilote de la Luftwaffe a abattu un FV 190 roumain, quelque part au nord-ouest de Bucarest en 1944. Certains FV 190 ont été capturés par les soviétiques pendant la guerre, mais encore une fois, il n'existe aucun document indiquant combien il y avait de survivants à la fin de la guerre. Des hostilités à l'Est. Les Britanniques ont également capturé quelques F-190 pendant la guerre et les ont testés en vol, mais il est inconnu combien ils ont fini la guerre aux mains du Commonwealth en 1945. Les Américains ont testé au moins un F-110 à un moment donné pendant la guerre. Mais encore une fois, il n'existe aucun document indiquant le nombre exact qu'ils ont capturé. Il est intéressant de noter que les exemplaires survivants du Me-109 sont plus difficiles à trouver, malgré plus de 30 000 exemplaires construits par rapport aux plus de 29 000 F-190. Il convient de noter que beaucoup de le spécimens survivants non sont en réalité des Me-109 de fabrication allemande, mais des copies d'avions fabriquées par la société tchécoslovaque Avia ou des copies espagnoles produites sous le régime franquiste, dont il existe plus de plusieurs centaines. Par exemple, les Me-109 qu'Israéliens ils ont utilisés à Illon de 1948 et 1949 contre les Arabes n'étaient pas des avions de la Luftwaffe, mais des copies fabriquées par Avia ou l'Espagne. On sait que le soviétique capturé et ils ont essayé au moins 5 mois 109 tout au long de la guerre, bien que tous aient été mis au rebut ou détruits en 1945. Il n'existe aucun document indiquant combien de Me-109 ont été capturés au total par les soviétiques à l'Est pendant et après de 1945. De manière similaire, le Britannique et le Commonwealth a capturé plus de 10 Me-109 et les a testés entre 1941 et 1944. Il n'existe aucun document indiquant combien de 1990 furent capturés intacts dans les basses terres et en Allemagne du Nord, à l'Ouest, par les Britanniques après 1945. Les Américains en prirent plus de 4 exemplaires avant la fin des hostilités. Mais, tant plus loin, n'en existait enregistrement que indiquait combien de 109 ou de kits non assemblés ont été capturés en 1945 à la fin de la guerre. Gloire du passé, l'avenir dégradant des impressionnants chars allemands. Le corps blindé allemand, tout comme la Luftwaffe, fut anéanti. Pendant la guerre, les Allemands ont produit plus de 49 000 véhicules blindés de combat de tout type. Plus de 12 000 Panzer IV et 10 000 Stug 3, ils ont fabriqué presque la moitié de ce chiffre. Pendant la guerre, plus de 1000 de ces véhicules furent perdus, principalement au profit du Commonwealth en Afrique du Nord, et d'autres 5000 dans le front occidental, surtout contre l'américain. Plus de 40 000 de tous véhicules blindés de Allemagne, et ils ont perdu dans ce pour diverses raisons. Encore une fois, le personne a attribué son perte à l'eux. Les Allemands ont détruit plus de 70% de leur propre arsenal, mais cette information est manifestement fausse et n'est pas corroborée par les taux de mortalité catastrophiques du personnel militaire allemand lors des opérations de combat, même en tenant compte des raids aériens et de l'artillerie. Les principales causes de mortalité des chars allemands dans l'Ouest étaient les canyons anti-chars alliés et leurs chars améliorés. Dans le front Est, la boue, la neige, les chars soviétiques et l'artillerie furent les principales causes de perte. L'une des raisons pour lesquelles presque aucun char allemand survit aujourd'hui dans les musées, contrairement aux chars d'autres pays, c'est qu'ils ont été pratiquement détruits ou abandonnés. Seuls 2 modèles en service en Allemagne ont souffert taux de mortalité plus élevés lorsqu'ils sont détruits par leurs propres équipages par rapport à l'action ennemie. Le Jagdtiger et l'éléphant, exigible à son poids et son manque de fiabilité au combat. Les pertes initiales de tigres et de panthères en Normandie furent réparties à peu près à 50-50. Entre causes directes et propres actions,
telles que les erreurs du équipage, mais ce changement après de la jour D avec une augmentation soudaine des pertes au combat et un diminué de la destruction d'équipage. Char Panther, sur plus de 6000 fabriqués, a survécu à la guerre. Quelques-uns ont été mis au rebut et le reste a été remis à la Français. Après une brève période d'évaluation et de formation, les Français considéraient généralement leurs Panthers comme encombrants et inadaptés au service en première ligne. Tous les Panthers français furent déclassés en 1965. Les Soviétiques capturèrent une poignée de Panthers à l'Est et en utilisèrent certains. Ils brièvement dans combat avant de que le char IL restera sans munitions, ont été détruites ou endommagées. L'utilisation du Panther dans la période d'après-guerre était inexistant entre les mains des Soviétiques car ils disposaient de leurs propres chars plus adaptés à leurs besoins. Tous les Panthers soviétiques ont été mis au rebut ou donnés à des musées. Les Tigres des deux variantes, contrairement au mythe de leur supériorité sur le champ de bataille de la Seconde Guerre mondiale, n'ont vu absolument aucun service d'après-guerre ni aucune utilisation significative entre les mains d'autres pays, car ils étaient considérés comme des déchets et mains de chantier de construction, et souffert un porteur presque total dans les cas de combat aux fins de la guerre. Le tarif de perte de le Tigre Prem et 2 ont dépassé 90 pour 500 et seulement quelques peu Tigres oui survivre comme partie musée dans tout le monde. Seulement existaient 7 Tigres moi et seulement un opérationnel, il Tigre 131. Seuls 8 Tiger 2 survivent dans les musées et les collections privées. En fin de compte, malgré la grande légende qui a été générée autour de ce char, la vérité est que personne Tigre de rien de la 2, les variantes sont adoptées pour son utilisé dans la période d'après-guerre. Du Panzer IV, après la guerre, a été plus étendu que la plupart des autres entrées de cette liste, car il a été brièvement utilisé au combat au Moyen-Orient jusque dans les années 1970. Cela était dû uniquement à leur plus grand nombre, et non à des caractéristiques qui les rendaient attrayants. Pour factions qui auraient pu autrement se permettre de meilleurs modèles américains, britanniques ou soviétiques d'après-guerre. Seule une poignée des plus de 12 000 Panzer IV produits survécurent jusqu'en 1945. Plusieurs furent acquis par la Syrie, où ils combattirent les Israéliens en 1948. Le Panzer IV avait déjà été surclassé pendant la Seconde Guerre mondiale en 1941. Les modifications du blindage et de l'armement n'ont que légèrement amélioré son niveau déjà faible capacité de survie. Ce vieillissement ne s'est pas avéré infondé, surtout après la fin de la guerre. Le unité syrien qu'ils ont utilisé, les Panzer IV, était éclaté par le Centurion et le Super Sherman israélien, équipés de canons de 90 mm. Certains Stugay III ont été brièvement utilisés au Moyen-Orient après la Deuxième Guerre mondiale, car, avec le Panzer IV, ils étaient les véhicules blindés les plus produits par Allemagne pendant la guerre, avec plus loin de 12 004 et 10 000 Stugay. La petite quantité de Stugay exportés non pourrait continuer le rythme de l'évolution de guerre blindée dans le monde et souvent terminer avec destination ignominieuse, comme son utilisation dans les fortifications statiques. Mais au-delà de ces brefs souvenirs du passé, les véhicules blindés allemands étaient une impasse et n'avaient pas la même utilisation prolongée que certains de leurs avions, comme les copies étrangères du Me-109. Bataille navale, les différents destins des sous-marins du Reich. Dans le cas des marins du Troisième Reich, la mortalité dépassait 60% et 75% pour les marins et les opérateurs de sous-marins de la flotte sous-marine allemande. Les marins des sous-marins allemands ont connu le taux de mortalité le plus élevé, haut de tout le succursale de service dans les forces armées allemandes pendant la Deuxième Guerre mondiale, suivi de près par le Luftwaffe. En plus de le plus loin, sur 1100 sous-marins construits, plus de 630 ont coulé, principalement à cause de combats directs, tels que la reconnaissance par les avions alliés et la guerre anti-sous-marine menée principalement par les destroyers. Cela impliquerait un taux de perte matérielle pour la flotte de sous-marins allemands de plus de 57%. La plupart des sous-marins rendus ont été coulés au cours de l'opération Deadlight, nom de code donné au naufrage systématique des sous-marins rendus aux Alliés après la Seconde Guerre mondiale. Défaite de la Reich.
de le 156 bottes en U que ils se sont rendus à la fin du combat. 116 ont été jetés dehors à piquer pendant l'opération Deadlight conçue par la Royal Navy et prévue pour remorquer les sous-marins vers 3 zones situées à environ 150 km au nord-ouest de l'Irlande et, une fois voilà, coulées. Les zones ont reçu les noms de code X, Y et Z. L'intention était d'utiliser la zone XX comme zone principale pour lancer les navires plongés, tandis que 36 devaient être remorqués jusqu'à ZZ pour être utilisés comme cible dans des manœuvres d'attaque aérienne. ITEIA était la position réservée pour, en cas de bonnes conditions météorologiques et de sous-marins en nombre suffisant, pouvoir les couler comme cible navale par des attaques d'artillerie navale. S'ils ne pouvaient pas être utilisés comme cible, les navires devaient être coulés à l'aide d'explosifs, de charges, d'une combinaison de ces éléments ou de tirs d'artillerie si ceux-ci échouaient. Lorsque l'opération Deadlight a été mise en pratique, il trouvait que beaucoup de les sous-marins étaient dans un très mauvais état de conservation en raison de la longue période pendant laquelle ils étaient restés amarrés au port sans entretien. Alors qu'ils s'attendaient à son destination. Combiné au mauvais temps, cela a entraîné le naufrage de 56 navires avant d'atteindre les zones de sabordage prévues. Et le qu'ils ont eu arrivé était creux généralement par des tirs d'artillerie plutôt que par des charges explosives. Le premier naufrage eut lieu le 17 novembre 1945 et le dernier le 12 février 1946. Un poignet de sous-marins était dans l'Asie de l'Est et le Pacifique lorsque les Allemands se sont rendus, et certains ont été réquisitionnés par les Japonais pour de courtes périodes de service, avant de être détruits soit livrés. Un bien. Un exemple de cette anomalie est le U-181, qui a brièvement servi sous les couleurs japonaises. Sous le nom d'I-501, avant d'être rendu en 1945 et coulé en 1946 dans le détroit de Malacca par des frégates britanniques. Le sous-marin survivant soit trouvé après de l'opération Deadlight. Ils furent remis aux marines alliées après la cessation des hostilités et subirent des sorts divers. Certains servaient de cibles ou d'obstacles pour les marins s'entraînant en mer, que ce soit maniabilité, soit comme cible pour l'entraînement au tir et le guidage des torpilles. D'autres ont été étudiés par des marines plus anciennes, mais avec la guerre froide qui se profilait, il n'y avait pratiquement aucune technologie notable à récupérer. Le U-boot, par îles qui ont été convertis dans ferraille. Un poignet de îles aussi, îles devenues dans partie de musées, dont certains subsistent encore aujourd'hui comme l'U-995 à Labo, en Allemagne. Vestige du passé, le bras nazi que ils ont utilisé après de la guerre. Fusil d'assaut Sturmgewehr 44 était une conception allemand révolutionnaire. Il est apparu de la nécessité pendant la guerre d'un fusil d'infanterie semi-automatique plus compact avec un chargeur de grande capacité au prix d'une portée plus courte. Cette arme a eu plus tard une influence significative sur le développement du fusil d'assaut russe AK-47. Peu d'entre eux ont survécu à la guerre car un nombre limité d'exemplaires ont été fabriqués, et le calibre 7,82 par 33 mm les rendait impraticables pour un service militaire généralisé d'après-guerre. Cependant, la police paramilitaire est-allemande les a utilisés pendant plusieurs années. Le STG-44 a également été utilisé par la police paramilitaire est-allemande jusqu'en 1962. Cependant, cette utilisation des armes de l'Axe était l'exception plutôt que la règle, car la production de munitions a été arrêtée et de nombreuses armes ont dû être modifiées pour utiliser d'autres types de balles de fabrication soviétique. Cependant, il existe également des armes qui, en raison de leur simplicité et de leur utilisation basique, ils ne se démodent jamais. C'est le cas du Mauser Karabiner 98 MK, plus connu sous le nom de Kar 98 MK, un fusil à verrou qui utilise la cartouche 7,92 par 57 mm et qui fut adopté comme fusil d'infanterie standard en 1935 par la Wehrmacht. C'était le fusil le plus courant parmi les troupes allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale et il était principalement porté par l'infanterie. Le participant est chargeur de l'unité blindée et comme arme de réserve dans les fortifications ou les nids de mitrailleuses. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Union soviétique a capturé des millions de fusils Mauser Kar 98K et les a reconditionnés dans diverses usines d'armement à la fin des années 1940 et au début des années 1950.
Ces fusils étaient à l'origine stockés en cas de futur conflit avec le bloc occidental. Cependant, la plupart de ces fusils ont finalement été fournis aux pays et mouvements communistes ou révolutionnaires, au moins marxistes autour de la monde, de l'Europe centrale à l'Asie du Sud-Est, au début de la guerre froide. Pendant la guerre du Vietnam, les soldats américains se sont retrouvés aux mains des guérilleros vietnamiens. Kong et l'armée populaire du Vietnam ont capturé une quantité considérable de fusils Mauser Car 98 car par les Russes. D'autres pays, comme Israël, la Belgique, la Yougoslavie, soit Tchécoslovaquie, aussi ils ont utilisé le Mauser 98K jusqu'aux années 1970, dans certains cas obtenus de la Wehrmacht, et dans d'autres fabriqués localement selon le modèle allemand. Aujourd'hui dans jour, le carabinaire 98K peut être vu lors de certains défilés militaires en Allemagne, comme arme de cérémonie, et est très recherché par les collectionneurs ou les chasseurs professionnels, car c'est une arme extrêmement fiable et précise. Une autre arme qui a survécu jusqu'à nos jours, bien que dans une bien moindre mesure, est le Maschinenpistol 40, mieux connu sous le nom de MP40, le pistolet mitrailleur le plus utilisé parmi les troupes du Troisième Reich. Conçu par Heinrich Vollmer, avec il fin de doter à le militaire d'une arme de agression, surtout à des unités d'infanterie mécanisée et de parachutistes, furent fabriqués jusqu'à la fin du conflit. Cette mitraillette excellait dans le combat rapproché, mais, comme que le reste des armes automatiques de l'époque, il était moins espèce à champ ouvrir en raison de sa portée limitée. C'était l'un des raisons que motivait la conception de la STG-44, le prédécesseur des fusils d'assaut modernes. À la fin de la guerre, plus d'1 million de MP40 avaient été construits, dont des milliers ont été capturés par l'armée rouge sur le front de l'Est et lors de l'invasion de l'Allemagne. L'excellente fabrication du MP4 a permis à cette arme de rester en service auprès des équipages de chars de l'armée norvégienne jusqu'aux années 1980. Elle a également été impliquée dans le conflit d'Indochine dans les années 1990, 50 et dans Algérie. Elles sont encore utilisées aujourd'hui comme objet de collection dans les compétitions de tir professionnels et amateurs ou comme arme d'entraînement dans certaines forces armées. Cependant, il y avait une mitrailleuse qui était vraiment capable de transcender à la Seconde Guerre mondiale, qui a jeté les bases de l'armement lourd à répétition dans le futur, mérite donc son propre chapitre, le MG42, le destin de la brutale mitrailleuse nazie qui a changé la guerre à jamais. Le Troisième Reich était une machinerie productive géniale que croire et produit en masse des armes vraiment enviables. Entre cet infini inventaire, il y a une pièce aussi emblématique que brutale, la MG42. Avec un surnom aussi puissant que la tronçonneuse d'Hitler, il semble qu'il n'y ait plus grand-chose à expliquer sur la réputation et la puissance offensive que cette mitrailleuse offrait. Le MG42 a été conçu pour utiliser la cartouche de fusil Mauser allemande standard de 7,92 par 57 mm, une favorite du Troisième Reich. Il faut noter que l'industrie nationale-socialiste disposait d'une incroyable variété de ces munitions, notamment des variantes à haute pénétration, explosives et traçantes. Les munitions des mitrailleuses à grande vitesse de la Luftwaffe étaient composées de l'obus PMK, ou au phosphore à noyau d'acier, et de l'obus B, ou d'observation, qui atteignait une vitesse de 100 km/h. Vitesse de sortie 15% âgée que le standard. Le projectile PMK était un perçant incendiaire, alors que Keil B était un explosif incendiaire contenant du phosphore et une pastille Keil vert explosée au contact de n'importe quelle cible. Dans les deux cas, le résultat final a été mortel. En 2021, un groupe de passionnés s'est réuni pour réaliser un test moderne de la tronçonneuse nationale-socialiste. L'idée était de mener une expérience amusante et pas du tout subtile. Ouvrir le feu, non pas avec une, mais avec 8 MG42 sur une camionnette familiale innocente. Après la fusillade, il était clair que le véhicule ne circulerait plus jamais dans les rues. En quelques secondes seulement, la mitrailleuse était capable de couvrir la cible avec une tempête de cartouches avec une précision enviable. C'est précisément par que effet de impact fermé à une grande vitesse qui est rayon d'un tronçonneuse que pourrait littéralement couper dans deux aux personnes, aux objets et aux véhicules. Le surnom de tronçonneuse d'Hitler n'est pas seulement un nom menaçant,
Mais que est une description de la puissance que la MG-42 était capable de libérer? Cette plateforme était remarquable pour sa cadence de tir très élevée pour une arme à canon unique, avec une moyenne de 1200 coups par minute. Si nous pensons dans le dessin Gatling des États-Unis, comme le GAO 8 ou le minigun, ces chiffres peuvent ne pas paraître impressionnants, mais croyez-nous, en 1942, il n'y avait rien de tel. Par exemple, la MG-34 avait une cadence de tir maximale de 850 rondes alors que unités. Les modèles américains comme le Browning M1919 atteignaient à peine 600 coups. Le MG-42 les a tous surpassés non seulement en termes de volume de tir, mais aussi en termes de fiabilité et de capacité opérationnelle. Selon les experts, sur le théâtre européen, cette mitrailleuse était présente en chaque coin. Déjà, mer défendre fortifications soit montées sur des véhicules blindés. Mais la puissance destructrice à elle seule ne constitue pas un excellent outil de guerre, et les Allemands, ils le savaient mieux que personne. Pendant le développement de l'EMG-42, il a également cherché à produire une arme capable de s'engager dans des hostilités à courte portée, mais avec une portée efficace suffisante pour sillon tout ce territoire que séparaient les tranchées, le fameux No Man's Land, qui s'étend entre les deux armées. Avec une portée effective de 1200 mètres et une portée maximale de près de 4000, on peut dire qu'ils ont plus que rempli leur objectif. De plus, le système était facile à recharger, même dans le feu du combat. L'utilisation la plus courante était de liens ouverts de 50 à 250 tours, bien que aussi existaient des tambours à cartouches qui avaient une capacité comprise entre 50 et 75 cartouches. En quelques secondes seulement, les soldats du Reich ont pu reprendre le contrôle de la cadence de tir brutale de la plateforme. Tel comme nous avons dit dans l'introduction, plus loin là de la géniale arsenal à compte tenu de la disposition du Troisième Reich, sa défaite fut retentissante et claire. Un temps complété, pendant la Seconde Guerre mondiale, des armes telles que la MG-42 suscitèrent un grand intérêt aux États-Unis et à l'Union soviétique. Ainsi, de nombreuses conceptions ultérieures ont été fortement inspirées de la tronçonneuse d'Hitler, imitant son fonctionnement ou sa cadence de tir. De plus, l'armée de Washington dispose actuellement de plusieurs unités de ce modèle. De son côté, l'Allemagne a dû entreprendre une longue période de restructuration de ses forces armées. Malgré avoir des décennies d'expérience dans la création de armements, n'en était mais jusqu'aux années 1960 lorsque la conception de nouvelles plateformes a été entreprise. Dans cette nouvelle génération d'outils destructeurs, le Rheinmetall MG3 est l'un des le plus notable, une sorte d'héritier direct du MG-42 qui reste actif et utilisé à ce jour. La fascination pour l'ADN tronçonneuse. Ce n'est pas exclusif à l'Allemagne. Que ce soit sur la MG-74 autrichienne ou dans le MG-42/59 italien, l'influence de ces ingénieurs du Troisième Reich est visible. La conception puissante du MG-42 a été imitée même dans certaines nations soviétiques, comme la Yougoslavie, où il construit faible licence, il modèle M53, maintenir il calibre 7,62 original, et cette cadence de tir qui lui a valu une réputation unique. Le MG3 est pratiquement identique à son prédécesseur, à l'exception de la ceinture de munitions de 7,62 mm. Les deux armes ont donné un grand service à les forces qui l'utilisent et il n'y a aucun signe de vouloir le remplacer. Si quelque chose fonctionne bien, c'est encore mieux ne le touche pas. D'arme favorite d'un empire fondé sur la terreur, elle est devenue une mitrailleuse de renommée mondiale, présente dans les arsenaux de près de 30 nations. Opération Paperclip, l'incroyable plan d'instrumentation humaine avec des scientifiques nazis. Enfin, nous parlerons d'un autre type d'armes perdues par les nazis. Les armes humaines, les scientifiques les plus dangereux du Reich, qui ont réussi à échapper à la justice en servant leurs anciens ennemis. En 1999, le New York Times a publié une nécrologie pour un homme appelé Theodor Benzinger. La note déplorait sa mort et passait en revue ses aînés. Réalisation professionnelle. Benzinger avait été un scientifique important au service de la marine américaine et a apporté d'importantes contributions à la champ de la médecine en créant le thermomètre auriculaire. Ce que la nécrologie ne dit pas, cependant, c'est que Benzinger cachait un terrible secret.
Dans sa jeunesse, il avait été un membre éminent du Parti national-socialiste et avait même commandé la station spatiale de l'armée de l'air du Troisième Reich. En fait, le scientifique était un proche collaborateur de Heinrich Himmler, le chef des SS, qu'il conseillait à chacune de ses présentations sur les horribles expériences médicales du nazisme. Mais Theodor Benzinger était loin d'être le seul scientifique du Führer à finir par travailler pour les États-Unis. Il y a eu des centaines de cas comme il le sien, des criminels de guerre dont les crimes étaient pardonnés à changement de collaborer avec le gouvernement américain. Au début de la guerre froide, l'un des premiers, les conflits entre les Américains et les Russes concernaient des scientifiques nazis impliqués dans le développement de technologies avancées pour l'Allemagne. Les deux puissances cherchaient la supériorité guerrier et, pour il, était essentiel compter avec les contributions des scientifiques du Troisième Reich. Les États-Unis s'intéressaient aux scientifiques à l'origine des armes miracles et des armes de vengeance d'Hitler. Deux projets militaires conçus pour créer des armes de pointe afin de changer le cours de la Seconde Guerre mondiale. Parmi ces initiatives, on compte le puissant avion de chasse Messerschmitt, la bombe guidée antinavire Fritz X, le char colossal Landkreuzer Monster de 1500 tonnes et le missile balistique à longue portée V2. Les Américains étaient convaincus que s'ils parvenaient à acquérir ces technologies avant les 1945 soviétiques, les États-Unis deviendraient la puissance mondiale incontestée et auraient la capacité de faire face à toute menace provenant des pays communistes. Le gouvernement américain a lancé une opération militaire baptisée Overcast, dont l'objectif était de capturer des scientifiques nazis et de les extrader vers le territoire américain. Cette opération a été rendue possible par la découverte de la liste d'Osenberg, retrouvée dans une salle de bain de l'université de Bonn, dans l'ouest de l'Allemagne. Cette liste avait été établie par les autorités allemandes et contenait les noms d'ingénieurs, de chimistes, de physiciens et de techniciens qui avaient été retirés du front pour se consacrer au développement d'armes. Avec ce document en main, les États-Unis ont organisé une recherche pour retrouver ces personnes. L'opération a été menée par une agence secrète, la Joint Intelligence Objectives Agency, et une fois le plan en place, le président Harry Truman a accordé l'autorisation officielle. Le président a toutefois posé une condition pour que l'opération Overcast puisse se poursuivre. Il était strictement interdit de recruter des scientifiques ayant joué un rôle actif dans l'Holocauste ou dans les actions militaires du Troisième Reich. Tous ces individus, considérés comme des criminels de guerre, devraient être exclus de la mission d'extradition. L'inconvénient est que cela a laissé de côté de nombreux scientifiques importants qui étaient liés à des crimes contre l'humanité. C'est pourquoi l'agence conjointe de renseignement a décidé de les extrader quand même. Et pour échapper à la condition de Truman, ils ont modifié les biographies des personnes choisies, supprimant les détails les plus sordides et effaçant leurs liens avec le nazisme. Le premier scientifique localisé par les Américains fut l'ingénieur Werner von Braun, créateur du missile 5-2, qui avait été utilisé pour bombarder les pays alliés et tuer plus de 7000 personnes. En 1945, il se rend à l'armée américaine et remet des documents classifiés contenant les plans de la fusée. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Braun avait fait partie des SS et avait également visité dans plusieurs occasions le usine dans lequel ils ont fabriqué le V2. Là-bas, il y avait des milliers de travailleurs esclaves vivant dans la misère, assemblaient les fusées. Beaucoup d'entre eux sont morts à cause des conditions de travail déplorables et autres tellement étaient exécutés pour avoir tenté de saboter le projet. Malgré que Braun ait été témoin de ces atrocités, l'agence conjointe l'a absous de tout acte répréhensible et l'a transféré en Amérique du Nord où il a signé un contrat pour être un employé spécial du ministère de la Guerre. Sa biographie a été modifiée pour indiquer qu'il n'était qu'un colonel SS honoraire, sans aucune implication réelle dans ces crimes. Bien que l'opération Overcast ait été secrète, ces détails ont été divulgués à la presse, ce qui a donné lieu à un scandale politique. Parmi les plus fervents opposants à cette opération figuraient Albert Einstein et Eleanor Roosevelt. Dans mars de 1946, le gouvernement américain a cherché à résoudre ce problème en changeant le nom de l'opération qui s'appelait désormais Paperclip, un jeu de mots. Le déclip contenant les biographies propres de scientifiques nazis. Le plan a continué à fonctionner de la même manière, mais large leur objectif. Précédemment, l'objectif était d'extrader 350 scientifiques,
mais ce nombre est désormais passé à 1000, qui se verraient également accorder la citoyenneté américaine. Au cours des mois suivants, ces personnes ont été expulsées clandestinement d'Allemagne, les extractions ayant souvent lieu sur des territoires occupés par les Soviétiques. Pendant ce temps, les Russes effectuaient des manœuvres similaires et les deux services de renseignement se sont retrouvés impliqués dans une lutte pour capturer le plus de scientifiques possible. L'un des scientifiques les plus remarquables recrutés par les États-Unis était Otto Ambros, connu pour être le chimiste préféré d'Hitler. Il est le créateur du gaz sarin, une arme chimique mortelle, et l'un des inventeurs du caoutchouc synthétique. Pour produire ce composé, Ambros était responsable d'une usine d'esclaves à Auschwitz, et bien qu'il ait été reconnu coupable lors du procès de Nuremberg de meurtre de masse et d'esclavage, il a été acquitté en raison du manque de preuves. Il a ensuite été employé par le ministère de l'Énergie des États-Unis. La même chose est arrivée à d'autres scientifiques nazis, comme l'ingénieur aéronautique Siegfried Knemeyer, qui était le conseiller personnel de Hermann Göring et directeur du développement technique de la Luftwaffe. Knemeyer avait conçu un prototype d'avion pour effectuer un bombardement radioactif sur la ville de New York, mais à la fin de la guerre, il fut fait prisonnier dans la zone d'occupation britannique. Les Américains l'ont sauvé et lui ont donné un emploi dans leur armée de l'air. En fait, en 1966, Knemeyer était primé avec le médaille par service distingué, la plus haute distinction décernée aux civils par le ministère de la Défense. Il Werner lui-même, von Braun, créateur du missile F-2, a poursuivi ses recherches sous l'aile du gouvernement américain. Il a occupé des postes importants à la NASA et a joué un rôle déterminant dans la création de fusées pour l'exploration spatiale telles que le Saturne V, qui a emmené l'équipage d'Apollo 11 sur la Lune. En fin de compte, l'opération Paperclip a servi à recruter plus de 1600 scientifiques nazis. À OMS, il leur a donné emploi, logement et, dans beaucoup d'occasions, nouvelles identités. À l'heure actuelle, les noms de nombreuses personnes extradées sont encore inconnus et l'un des secrets mieux enregistrés de la gouvernement américain.